Bonjour. Nous retrouvons aujourd'hui pour ce rendez-vous notre éditorialiste préféré, Christian Bacarian, pour faire un tour d'horizon assez rapide, d'ailleurs malheureusement, puisqu'il ne durera qu'une demi-heure, un tour d'horizon de l'actualité internationale et nous commençons par la situation au Liban qui ne cesse de se dégrader et dernier épisode de cette dégradation, c'est la décision de l'Arabie Saoudite en quelque sorte de couper les ponts avec le Liban et son aide. Et de couper toutes les exportations libanaises à destination de l'Arabie Saoudite pour continuer d'assécher le Liban, de l'appauvrir et d'entretenir son asphyxie. C'est une mesure très dure prise par Mohammed Ben Salman. Alors quel est le contexte de cette décision ? On sait, cher Bernard, que depuis le départ et depuis l'élection du président Aoun, favorisé par le Hezbollah chiite libanais, l'Arabie Saoudite a une dent contre le système institutionnel libanais actuellement en place, notamment le président Aoun. On sait aussi qu'il y a eu un épisode, il y a quelques années, dont on se souvient très bien, où le Premier ministre sunnite, donc traditionnellement, selon les institutions libanaises, Saad Hariri, a été littéralement kidnappé, retenu contre son gré en Arabie Saoudite, voire, certaines rumeurs disent, maltraité. Ce ne sont que des rumeurs, nous n'avons pas de preuves, mais enfin, c'est une possibilité qu'il ne faut pas totalement écarter non plus. Bref, Saad Hariri a été finalement libéré, a pu retourner au Liban, mais il a démissionné de ses fonctions. C'est assez significatif. Et il n'a pu retourner au Liban que sur la médiation, entre autres, d'Emmanuel Macron, qui a été tout à fait décisive dans cette libération. Donc l'Arabie Saoudite a un contentieux assez long, assez profond. Qu'est-ce qui s'est passé récemment ? Eh bien, il s'est passé que Mohammed Ben Salman, avec l'élection de Joe Biden, a perdu un de ses relais essentiels. C'était Donald Trump. Et que le fait qu'il ait perdu la Maison-Blanche et que Joe Biden soit, en gros, l'administration Biden sur la même ligne qu'Emmanuel Macron concernant le Liban, à savoir éviter à tout prix une crise institutionnelle en supplément de la crise économique et sociale gravissime que traverse le Liban, eh bien Mohammed Ben Salman ne voit pas les choses de cette manière-là. Il a décidé de marquer son intransigeance en protestant une fois de plus contre le fait que le Hezbollah chiite libanais se trouve au cœur des institutions libanaises, est devenu un État dans l'État, tout le monde le sait, et Mohammed Ben Salman, de façon assez cruelle, fait souffrir le peuple libanais pour punir les dirigeants libanais, en arrêtant toutes les exportations libanaises vis-à-vis de l'Arabie Saoudite, mais aussi en prenant des décisions financières tout à fait drastiques qui contribuent fortement à asphyxier le Liban. Donc le pays est au bord de la ruine. Voilà, tout ça parce que... Où va-t-on ? Le pays est au bord de la ruine, tout ça parce que M. Ben Salman, Mohammed Ben Salman, voit encore trop d'influence iranienne à travers le Hezbollah s'exercer au Liban. Une des démonstrations, par exemple, les plus, il faut reconnaître, choquantes, c'est des camions d'essence affrétés par l'Iran qui sont arrivés à Beyrouth et qui ont fait des distributions d'essence médiatiquement tapageuses, entretenues par le Hezbollah, bien sûr, pour démontrer que l'Iran seul venait au secours du Liban. Ça, c'est insupportable pour l'Arabie Saoudite. Et il n'est pas très malin de la part des institutionnels libanais, des décideurs politiques libanais, d'avoir laissé faire ce genre de provocation directe contre l'Arabie Saoudite. Mais les dirigeants libanais ont-ils le moindre pouvoir ? Ils n'ont pas les moyens de s'y opposer. Absolument, exactement. Donc ce pays est en ruine et est-ce qu'il y a un risque de guerre civile ? Il est en ruine et en plus, il se trouve faire l'objet d'un véritable mini-blocus. Donc ça n'est pas durable. Alors, guerre civile, on a vu un affrontement il y a quelques semaines entre les forces libanaises et le Hezbollah, donc entre les forces chrétiennes structurées par Samir Jaja et de l'autre côté Hassan Nasrallah et son Hezbollah chiite. On a vu cette tentative d'affrontement, mais ce qui est très intéressant, c'est que la population, y compris chrétienne, n'a pas voulu s'inscrire dans ce vieux clivage qui rappelait la guerre civile du milieu des années 70. Non,
à la restauration de la guerre des clans, de la guerre des chefs par-dessus le peuple libanais. C'est le message que le peuple a voulu envoyer clairement en ne prenant pas parti pour un camp contre l'autre. Et ça, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de motifs d'espoir, mais c'est la seule chose qui demeure dans ce pays dont l'avenir est totalement obscurci, c'est que le peuple souffre tellement qu'il n'a aucune envie d'emboîter le pas des dirigeants politiques claniques et corrompus qui ont conduit le pays là où il en est. Et finalement, l'action, les différentes actions et surtout paroles d'Emmanuel Macron n'ont rien changé à la situation. C'est ce que Mohamed Ben Salman a voulu prouver par ces dernières initiatives qu'on vient de décrire, c'est que l'Arabie Saoudite n'apprécie absolument pas la médiation française et la position américaine non plus. Et qu'elle a bel et bien l'intention, l'Arabie, d'avoir un langage direct, frontal, beaucoup plus offensif contre les Iraniens et leurs alliés, le Hezbollah. Et quelque part, malheureusement, c'est une plaie supplémentaire qui tombe sur le peuple libanais, qui s'abat, sur le peuple libanais. À propos des interventions un peu rapides d'Emmanuel Macron, on peut aussi mentionner plutôt celle concernant les droits de pêche des pêcheurs français dans la zone de Jersey. Le président Macron est intervenu, il a beaucoup parlé, il a menacé, puis finalement il a fait marche arrière. Oui, c'était un langage volontairement intimidant, destiné à frapper fort à l'entrée pour pouvoir avoir une meilleure sortie dans la négociation. Demain, jeudi, nous assisterons à une réunion à Paris assez exceptionnelle avec le représentant, le ministre britannique chargé du Brexit. De toute évidence, il y a là un rapport de force auquel, et c'est là le problème de notre diplomatie française, auquel on ne s'était pas vraiment attendu. C'est-à-dire que quand on ouvre le grand dossier très épais, énorme, qu'on appelle le Brexit, on trouve onglet par onglet, feuillet par feuillet, tellement de chapitres difficiles à dénouer, que celui de la pêche est évidemment extrêmement médiatique, parce que là, il y a des images, il y a un contexte géographique qui rappelle des vieilles querelles territoriales. Mais globalement, juste avant ça, souvenez-vous, il y a eu le débat, mais juste avant, sur le filtrage des migrants et les reproches adressés par le gouvernement britannique au gouvernement français, puisque pour les Britanniques, c'est aux Français de bloquer les migrants à leurs frais, aux frais de la France. C'est pas tout à fait la vision française. La France est engagée à le faire en échange d'une coopération, notamment d'un appui financier britannique, qui n'est pas au rendez-vous. Donc il y a comme ça énormément d'éléments du dossier Brexit qu'on va effeuiller et qu'on va découvrir au fil du temps, puisque c'est de toute évidence un processus, je parle du Brexit, qui va s'étirer sur des années. Oui. On peut mentionner quand même la lettre qui n'est pas très intelligente, si j'ose dire, du Premier ministre, dans laquelle il dit que les Britanniques doivent souffrir après le Brexit. Ils doivent... C'est pas une expression très, très, très bienvenue, ni très habile, ni très appropriée. Ouais. C'est même une expression qui n'aurait pas dû être employée. Nous avons une diplomatie, là, en ce moment, verbale, de l'emporte-pièce, qui n'aide pas beaucoup. On sent bien, cher Bernard, le contexte de l'élection présidentielle qui s'approche. C'est-à-dire que le pouvoir actuel, en France, fait tout pour montrer qu'il est ferme. Ouais. Ferme vis-à-vis de l'Algérie et des visas algériens, ferme vis-à-vis des questions migratoires avec les Britanniques, ferme vis-à-vis des droits de pêche. Pour 71 pêcheurs. Pour 71 pêcheurs, absolument, parce que c'est très médiatique et que pour Emmanuel Macron, il y a un moyen de réaffirmer, puisqu'il est très pro-européen, qu'il ne néglige pas la souveraineté nationale, par ailleurs, puisque la souveraineté nationale va être le grand thème de la campagne présidentielle, surtout à partir du mois de janvier et de la présidence française de l'Union européenne. Tous ces sujets que vous mentionnez, l'Algérie, la pêche, etc., finalement, c'est pas de la diplomatie, c'est pas comme ça qu'on fait de la diplomatie. Il n'y a pas de ligne stratégique claire qui se dégage, puisque, je le répète, à la fois on a un président qui est très européen contre des candidats qui majoritairement sont très critiques vis-à-vis de l'Europe,
que ce soit à gauche, que ce soit à droite et évidemment aux deux extrêmes, que le phénomène Zemmour aussi est totalement anti-européen. Donc Macron se trouve cornérisé dans le camp du seul défenseur de l'Europe. Et pour essayer de se décornériser, il emploie volontiers des moulinets ou des coups de menton qui sont destinés à démontrer qu'il défend aussi la souveraineté nationale. Mais tout ça est plus de la communication, franchement, qu'une ligne stratégique. Alors comment expliquez-vous, pour passer maintenant à un autre sujet, celui de la COP, l'absence à la fois de la Chine et de la Russie dans ces négociations ? Je crois que leur intention première, avant même les questions climatiques, puisque la Chine a insisté de façon souveraine, nationale sur les questions climatiques, mais c'est pas contre le climat que cette absence chinoise, russe ou même turque s'est exprimée, c'est en termes de contestation du multilatéralisme. Le multilatéralisme tel qu'il a été pratiqué jusqu'ici est une invention des Occidentaux. Et ce que veut démontrer la Chine, c'est que ce multilatéralisme-là, la Chine n'en veut pas. Et pourquoi n'en veut-elle pas ? Parce qu'elle considère qu'il s'appuie notamment sur des règles libérales, démocratiques, des principes de libre commerce et de droits de l'homme et de droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est tout cela. Respect des traités. Voilà, respect des traités. C'est tout cela, le multilatéralisme. Une bulle internationale qui dépend tout de même des valeurs démocratique occidentale, qui est liée aux valeurs démocratiques occidentales, et que la COP26 s'inscrit également dans ce multilatéralisme-là, la Chine n'en veut pas. Ça, c'est la première donnée. La deuxième donnée, c'est que la Chine se considère désormais comme une superpuissance à elle seule, et qu'elle n'a pas à discuter avec des nations qu'elle considère comme de second rang. Par exemple, les nations européennes, pour débattre des questions planétaires. La Chine a son propre schéma climatique et elle entend suivre son agenda spécifique. Oui, mais la Chine, par exemple, elle a son agenda spécifique. Elle a donné des objectifs en matière de réduction des émissions de carbone, mais d'après les spécialistes, dont je ne fais pas partie, heureusement, d'après les spécialistes, elle aura beaucoup de mal à atteindre ces objectifs parce qu'elle augmente la production d'électricité à partir de charbon, elle continue d'être émetteur de gaz à effet de serre parce que sa population a besoin d'énergie et elle ne peut pas s'en passer. Donc, d'un côté, elle annonce des succès dans la lutte contre l'émission de carbone, mais de l'autre côté, sur le terrain, elle continue de produire exactement le contraire de ce qu'elle dit. Oui, mais ce n'est pas la seule contradiction dont la Chine est l'auteur. Et la Chine est une spécialiste de la contradiction. C'est le pays le plus capitaliste du monde avec le parti communiste le plus puissant qui ait jamais existé, par exemple. C'est un pays ultra-moderniste qui construit des dizaines d'aéroports en même temps, alors même qu'on pratique d'une pharmacopée archaïque qui a peut-être joué un rôle important dans l'épidémie de Covid-19. Donc il y a comme ça des contradictions en Chine dont le régime a l'habitude et qui ne lui posent pas de problème. En revanche, définir un objectif climatique tel que la Chine l'a fait met tout un système ultra-autoritaire, le système chinois, en marche à la poursuite de cet objectif. Ça ne veut pas dire qu'il sera atteint, et les spécialistes ont raison d'être très sceptiques. Ça veut dire quand même que la Chine donne une autre orientation ou une forte injonction à son économie nationale. Et que, oui, le productivisme sera toujours là, mais qu'il peut y avoir une sorte de leçon donnée par la Chine au reste du monde, y compris en matière climatique. Passons du climat aux États-Unis. Est-ce qu'on peut dire que le président Biden est en panne en ce moment, puisqu'il ne réussit pas à faire passer son budget? Et aujourd'hui, dans la nuit, il y a eu l'élection en Virginie
d'un gouverneur républicain. Ça n'annonce peut-être rien de bon pour les prochaines élections de mid-term l'année prochaine? Non, ça n'engage rien de bon, d'autant que Joe Biden apparaît personnellement usé. On le voit fréquemment s'endormir ou s'assoupir. Il manque de dynamisme. Les critiques sont très vives, elles viennent de tous les bords, parce que fondamentalement, son élection repose à l'intérieur du camp démocrate sur une césure, une cassure assez nette. Il a été élu au nom de la modération, puisque c'est un modéré, mais la majeure partie du camp démocrate, une partie en tout cas extrêmement significative, presque la moitié du camp démocrate, était plutôt pour une option beaucoup plus à gauche. Hein, on se souvient du succès de Bernie Sanders. Donc cette opposition intérieure au camp démocrate affaiblit sa position. Il n'y a pas adhésion pleine et entière de tout le camp démocrate derrière Joe Biden. Or, l'avance de Joe Biden est très très mince au Congrès, à la Chambre des représentants, au Sénat encore plus. Donc il faut qu'il fasse très attention, effectivement, aux élections du mid-term, mais son système ne peut fonctionner qu'avec une forte dynamique. C'est-à-dire que c'est un homme qui doit aller de l'avant, faire de la dépense publique, des grands travaux, déverser des milliards de dollars, c'est ça qu'il a prévu. Si ce mouvement s'arrête, alors la contestation seule va apparaître. Et il a absolument besoin de pouvoir procéder à ce grand effet de relance qui va très au-delà de ce que Roosevelt avait entrepris dans le New Deal dans les années 30. Ça va très au-delà de ça. Si maintenant les contestations du camp démocrate l'empêchent de mener ce grand plan, alors oui, l'opposition républicaine va utiliser les moindres élections partielles ou locales, et puis bien sûr les élections du mid-term, pour manifester sa récurrence. Car le camp républicain a été battu sans être vaincu. Et il est quelque part encore très très actif. Et donc s'il perd les élections de mid-term, son action sera stoppée. Et du coup, comme son action repose, comme je l'ai dit, sur un énorme volet économique, eh bien à ce moment-là, c'est l'ensemble du système Biden qui pourrait être gravement compromis, sachant que Biden ne concourra pas pour un deuxième mandat. Oui. Alors, vous savez, aux États-Unis, les choses vont très vite. On mesure à quel point le mandat de 4 ans n'est en réalité presque que de 2 ans, puisque la dernière année est dévolue à la réélection, s'il n'y a pas réélection. Et si... Ce serait un signe pour le retour de Trump ? Je ne crois pas. Je ne crois pas, parce que quelque chose s'est produit. Il est vrai que le camp républicain n'est pas encore lavé de sa fascination pour Donald Trump. Loin de là, on peut considérer même que c'est surprenant que Trump ait encore une cote aussi élevée parmi les républicains. Ça, c'est vrai. Mais les républicains sont aussi extrêmement pragmatiques, beaucoup moins dogmatiques que les démocrates. Et ils peuvent très bien se rendre compte qu'il y a eu un abus avec l'affaire du Capitole le 6 janvier 2021 qui concerne toutes les élections et qu'il faut maintenant passer à autre chose. Paradoxalement, les républicains ont besoin d'un peu de temps pour se détrumpiser. Et ce temps, c'est juste celui du mandat de Biden. Donc, mais Trump acceptera-t-il de se laisser glisser, pousser vers la sortie ? Non, en aucun cas il n'acceptera. Il continuera d'essayer de jouer le jeu, sauf qu'il peut y avoir des personnes adoubées par Trump, choisies ou qui bénéficient du label Trump, y compris peut-être dans sa propre famille, qui sait. Passons à un autre pays, revenons en Europe. Angela Merkel est sur le point de quitter la scène politique. Quel est le jugement que vous portez, aujourd'hui c'est peut-être un peu tôt, mais sur son action, parce qu'elle a d'un côté un nombre énorme d'admirateurs qui trouvent qu'elle a été absolument formidable, et de l'autre quand même, même en Allemagne, je dirais,
pas mal de détracteurs qui disent que finalement elle a commis de nombreuses erreurs et qu'elle a plutôt géré le pays au jour le jour sans une vision à long terme. Angela Merkel, c'est un triptyque qui aboutit à un paysage ou à un bilan très contrasté. Le premier pilier du triptyque, c'est une action personnelle incontestablement réussie. 16 années, 4 coalitions différentes, un savoir-faire politique hors du commun. Pour une femme qui était réputée dépourvue de charisme. Comme quoi, l'absence de charisme permet d'obtenir de meilleurs résultats parfois. Elle a aussi une réussite économique et morale incontestable, puisque elle-même, en tant que personne, qu'individu, jouit d'un statut moral mérité, tout à fait justifié et mérité, mais un statut moral qui a remis l'Allemagne complètement en forme. Bon, parce qu'il y a eu quand même pas mal d'histoires de corruption récentes. Oui, elle est restée en dehors. Elle est en dehors de tout cela. Donc c'est une personne, premier élément de triptyque, irréfutable, incontestable. Ça, c'est à son acquis, et pendant 16 années, c'est énorme. C'est très rare. C'est le trésor Merkel, si je puis dire. Le deuxième volet, c'est l'Europe. Merkel n'a pas été une grande européenne. Elle a même été à plusieurs reprises contre l'avancement de l'Europe et la fortification de l'Europe. Elle l'a même à plusieurs reprises affaiblie. En 2008-2009, contre la Grèce. Elle s'en est d'ailleurs excusée il y a quelques jours à peine à Athènes. Elle a aussi mis beaucoup de temps à admettre les propositions françaises de mutualisation des dettes, la relance par le crédit. Et si finalement l'Allemagne, après les confinements, a accepté que la Commission s'endette et distribue des crédits à l'ensemble des pays de l'Union, ce n'est pas par générosité ou par esprit européen, c'est parce que c'était bon pour la continuation des exportations allemandes. Si vous voulez exporter, il faut que vous ayez des clients. Si votre client est à genoux, il vaut mieux le doper et lui prêter de l'argent pour qu'il continue à vous acheter des biens. Donc de ce point de vue-là, ça n'est pas une grande européenne. Et enfin, le troisième volet, c'est au regard de l'histoire. Qu'est-ce que Merkel aura laissé comme Allemagne? Est-ce que l'Allemagne s'est étendue sur le plan international? Pas vraiment. Est-ce que l'Allemagne s'est diversifiée, a eu une aura beaucoup plus étendue, approfondie? Ça n'est pas évident du tout, non plus. L'Allemagne est restée une nation prospère, active, intelligente, mais assez, j'ose le terme, égoïste. Et dans la lutte contre le changement climatique, justement, elle a pris une position absolument absurde en fermant les centrales nucléaires et en rouvrant les centrales à charbon et en polluant... Oui, tout cela pour des raisons de politique intérieure, pour ménager les écolos qui étaient déchaînés contre le nucléaire et qui n'ont pas nécessairement très bien réfléchi à l'impact du charbon. Mais Merkel, c'est ce contraste-là. C'est-à-dire quelqu'un en qui on peut vraiment avoir confiance, pour laquelle on peut avoir une certaine forme d'admiration morale, et en même temps, quelqu'un qui a fait de la politique, alors avec un tout petit p, tout le temps. Alors justement, à propos de politique, une dernière question, Christian Macarian. La convocation de Nicolas Sarkozy par un tribunal menaçant de l'amener manu militari s'il ne répondait pas, alors que la Constitution fait qu'il ne peut pas répondre aux convocations de la justice concernant des actions commises pendant son mandat. Il a été convoqué par le président Benjamin Blanchet de la 32e Chambre hier. Que pensez-vous de cette convocation ? Je pense que la justice va très loin et qu'elle est entrée dans le champ constitutionnel. Incontestablement, il y a une habileté de la part de Sarkozy et de ses avocats à démontrer que le problème n'est pas le fond, y a-t-il eu trop de dépenses en matière de sondage, puisque c'est ça le fond du dossier, mais la forme, à savoir le président n'a pas à obtempérer devant les juges parce que la Constitution... Parce que les juges s'immiscent de plus en plus dans la vie politique. C'est ça. Il y a une habileté de Sarkozy. Mais il n'y a pas que Sarkozy, il y a aussi actuellement sur des ministres qui ont été perquisitionnés...
tout Véran, à fait. par exemple. Mais on arrive au débat de fond. La Constitution, dans son article 64, dit que la justice est une autorité, pas un pouvoir. C'est la théorie de Montesquieu. Montesquieu pensait qu'il y avait un pouvoir législatif, un pouvoir exécutif et une autorité judiciaire. L'esprit américain, c'est qu'il y a une autorité, il n'y a pas d'autorité, il y a un pouvoir judiciaire, un pouvoir législatif et un pouvoir exécutif, 3 pouvoirs. Pour nous, traditionnellement, dans le classicisme français, il n'y a que 2 pouvoirs, législatif et exécutif, et une autorité, c'est-à-dire un rang inférieur en termes de souveraineté, si je puis dire, c'est la justice. Eh bien, on est au nœud de ce débat. Les juges en France, en tout cas les hauts magistrats, beaucoup d'entre eux se plaisent à penser à une justice qui devient un véritable pouvoir. Est-ce que le peuple français y est prêt? Je rappelle que toutes les enquêtes d'opinion démontrent que les Français se sentent beaucoup plus proches de leur police que de leur justice. La justice n'a pas nécessairement la cote auprès de l'opinion publique. Donc là, on est dans de la vraie politique. Et c'est ce que le procès Sarkozy démontre. Une fois de plus, Sarkozy, quitte à être englué à ce point-là, à être mis en cause à ce point-là par la justice, essaie de recourir à l'opinion publique dont il sait qu'elle n'est pas nécessairement favorable à la justice. On n'est qu'au début d'un processus qui concerne, très au-delà de Sarkozy, toute la classe politique et le rapport des Français à la politique. Est-ce que la justice doit avoir ce pouvoir-là? Est-ce que la justice doit plutôt réguler en respectant le droit? Elle doit appliquer le droit, pas nécessairement devenir un contre-pouvoir. C'est 2 choses différentes. Il me semble que la justice devrait appliquer le droit, strictement le droit, et rien que le droit, effectivement, en rappelant que tout homme président ou simple travailleur est soumis aux mêmes lois, aux mêmes droits, mais ça ne fait pas pour autant de la justice un contre-pouvoir qui aurait la possibilité de faire tomber des présidents. Ça, c'est, à mon avis, dangereux. Merci beaucoup, Christian Macarian, d'avoir accepté notre invitation et à bientôt. Merci d'avoir suivi cette émission.